Bonjour, aujourd'hui je tente de vous faire ce défi. Ça n'est pas un défi que pour vous, mais pour un prof aussi, de faire tenir en 10 minutes l'explication des vers 1 à 40 de Mélancolia. Et vous aviez vu que pour réponse à un acte d'accusation, je n'y étais pas parvenue, je n'étais arrivée qu'au vers 25. Donc on va essayer de faire mieux et d'essayer de tenir en 10 minutes, ce qui est assez difficile, il faut le dire. Voilà, donc je vais remettre mon chronomètre à zéro, hein, et comme ça, je peux savoir si je suis dans les temps. C'est bien pour s'entraîner d'avoir un chronomètre à côté, de savoir qu'on doit mettre à peu près 2 minutes pour 1 minute 30, 2 minutes pour l'introduction, pas plus d'une minute pour la lecture, et ensuite le reste pour l'explication. Voilà, je démarre. Donc aujourd'hui, je vous présente l'explication linéaire des vers 1 à 40 de Mélancolia, poème de Victor Hugo, chef de file du romantisme, connu pour ses drames, Ruy Blas, mais aussi ses romans Les Misérables. Et Mélancolia est le deuxième poème du livre 3 des Contemplations, intitulé Les luttes et les rêves. Ce recueil des contemplations a une dimension nettement autobiographique et après les deux premiers recueils, Aurore et l'âme en fleurs, le troisième livre présente une tonalité beaucoup plus sombre et d'ailleurs le ton est donné avec les vers qui précèdent à propos de Dante où Victor Hugo fait référence implicitement à l'enfer et donc l'enfer pour Hugo, c'est notamment la misère humaine, la souffrance, et on sait qu'une grande partie de son œuvre est consacrée à la défense du peuple et à la dénonciation de la misère. Donc, ce poème euh, est donc le deuxième du recueil. Dans ce passage qui est le tout début, on a un premier tableau, puisque le poème Mélancolia est composé de différents tableaux qui représentent différentes figures de la misère et de la souffrance. Et donc il s'agit ici du premier tableau, celui de la mère qui n'a pas d'argent et qui va être obligée de se prostituer finalement, acculée par la misère. Mon fil directeur serait donc de voir comment Victor Hugo mélange les registres de la fable et du discours polémique pour défendre une cause qui lui est chère, celle de la dénonciation de la misère et la défense du peuple. On peut voir que le poème se compose de différents mouvements. On a d'abord des vers 1 à 12, une adresse dans une sorte de discours aux penseurs pour évoquer ce tableau. Et ensuite, un retour en arrière qui reprend le récit de la vie de cette jeune fille avec un passage de l'été à l'hiver qui marque la déchéance et finalement le passage obligé à la prostitution. Je vais donc lire le texte. Écoutez, une femme au profil décharné, maigre, blême, portant un enfant étonné, est là qui se lamente au milieu de la rue. La foule, pour l'entendre, autour d'elle se rue. Elle accuse quelqu'un, une autre femme ou bien son mari. Ses enfants ont faim. Elle n'a rien, pas d'argent, pas de pain. À peine un lit de paille. L'homme est un cabaret pendant qu'elle travaille. Elle pleure et s'en va. Quand ce spectre a passé, ô penseur, au milieu de ce groupe amassé qui vient de voir le fond d'un cœur qui se déchire, qu'entendez-vous toujours? Un long éclat de rire. Cette fille au doux front a cru peut-être un jour avoir droit au bonheur, à la joie, à l'amour. Mais elle est seule, elle est sans parents, pauvre fille, seule, n'importe. Elle a du courage, une aiguille, elle travaille, et peut gagner dans son réduit, en travaillant le jour, en travaillant la nuit, un peu de pain, un gîte, une jupe de toile. Le premier mouvement, donc du vers 1 à 12, commence par un verbe à l'impératif très fort qui interpelle les lecteurs, écouter, mais aussi ceux qu'il appelle les penseurs.
au vers 10. On ne sait pas trop de qui il s'agit, peut-être de philosophes, d'hommes politiques. Et nous avons, pour démarrer, un tableau, un portrait au présent de l'indicatif, et là qui se lamente, d'une femme, une figure emblématique qui symbolise toutes ces femmes mères en prise avec la pauvreté, avec la misère. On a une sorte d'archétype avec une insistance sur la pauvreté, avec les adjectifs décharné, maigre, blême, la souffrance avec ce lamente, et puis l'énumération, ses enfants ont faim, elle n'a rien, pas d'argent, pas de pain, à peine un lit de paille. On voit avec la parataxe que l'auteur insiste sur la, la misère totale de cette femme. C'est l'archétype de la femme soumise à la misère que lui impose la société, mais également son mari, hein, puisque l'homme est au cabaret pendant qu'elle le travaille, comme Gervaise plus tard chez Zola. euh, la femme est obligée de travailler alors que l'homme s'adonne à l'alcoolisme. Elle pleure et s'en va. Donc une scène de mendicité qui devrait susciter la pitié, et qui, par contraste, va provoquer, à la fin du vers 12, un long éclat de rire. Quand ce spectre a passé au penseur au milieu de ce groupe amassé qui vient de voir le fond d'un cœur qui se déchire, on voit ici le registre pathétique, l'insistance sur la souffrance de cette femme qui devrait susciter la pitié, et tout cela contraste avec la réaction de cruauté de la foule qui répond par un long éclat de rire. On peut noter que dans ce tableau, l'auteur, certes, donne des notations visuelles. On a une sorte de Vierge à l'enfant dans le plus grand dénuement qui devrait susciter la pitié, mais il insiste également énormément sur l'audition, puisqu'on commence par écouter, on a entendre, et on termine par entendez-vous toujours, justement parce que ce qui répond, c'est quelque chose de sonore, un long éclat de rire. Puis vient le récit de cette vie qui va mener peu à peu à la déchéance. Cette fille au doux front a cru peut-être un jour avoir droit au bonheur, à la joie, à l'amour, mais elle est seule, elle est sans parents, pauvre fille seule. On remarque ici cette assonance en S qui insiste sur la solitude de l'enfant, enfin de la jeune fille, mais qui est très jeune. On sait plus tard qu'elle a 17 ans. Hem, c'est encore une figure, de relative, bonheur qui est là, puisqu'on a le terme doux front, on a le terme bonheur, joie, amour, mais tout cela n'est qu'une illusion, puisqu'on a le verbe croire et plus loin le verbe rêver. Elle regarde en rêvant quelque étoile, à la ligne 20. Et c'est une sorte de Cendrillon ici de conte qui nous est présenté, qui est seule, mais qui travaille, qui est présentée comme une femme honnête, courageuse. On a la répétition du verbe de gérondif en travaillant, avec le jour, l'antithèse le jour, la nuit, et donc une figure de courage malgré le tableau de la misère qui transparaît à travers le champ lexical justement de la misère, le réduit, le gîte, un peu de pain, la jupe de toile évidemment un vêtement très humble. Ça n'empêche pas une forme de joie et quelque chose d'un peu pur et malgré tout qui espère. Le soir, elle regarde en rêvant quelque étoile et chante au bord du toit tant que dure l'été. Donc une forme malgré tout de joie qui va passer. Et comme dans la fable de la cigale et de la fourmi, on passe de l'été à l'hiver. Mais l'hiver vient. Il fait bien froid en vérité. Et on va avoir une sorte de réécriture finalement de cette fable puisque la jeune fille est tout le contraire de la cigale. Elle n'a pas, s'est pas amusée tout l'été. Elle a travaillé tout l'été et pourtant la misère va la prendre un peu comme un ogre de conte de fées, puisque on voit la faim qui passe sa griffe sous
la porte, à la ligne, enfin au vers, pardon, 27. L'auteur insiste dans un tableau qui doit susciter la pitié sur le froid, la pauvreté du logis, un logis mal clos, les jours sont courts, il faut allumer une lampe, tout devient cher en raison de l'extrême pauvreté. Donc l'hiver est une période particulièrement compliquée. Donc on a la répétition de Cher 3 fois avec un alexandrin romantique qui est disloqué, hein, en 3 parties au lieu d'avoir la césure à l'hémistiche. Ô jeunesse, printemps, aube en proie à l'hiver, la fin passe bientôt sa griffe sous la porte. Donc vous voyez que il y a une correspondance entre la jeunesse et le printemps et le passage brutal à l'hiver qui pourrait représenter symboliquement le passage à l'âge adulte et à ses tourments. La femme donc décroche un vieux manteau, saisit la montre, emporte les meubles. On a toute une énumération de verbes qui insistent sur le dénuement, hein, le vol de chacune de ces objets qui sont pourtant très humbles. Tout est vendu. Pour finir, l'enfant travaille et lutte encore. Elle est honnête. Là encore, on insiste sur l'honnêteté de la jeune fille, sur le fait qu'elle travaille. Il n'y a pas de malhonnêteté, cette femme n'est pas mauvaise en soi, c'est le sort qui s'acharne sur elle, qui lui prend tout. Et donc on voit bien la défense de Victor Hugo du peuple, qui est victime et non pas responsable de sa misère. Et donc, la fin montre la déchéance finale avec la misère qui est comparée à un démon, la maladie qui arrive, elle le tousse, elle a froid, avec un passage au discours indirect libre qui, comme dans la fable, donne quelque chose de vivant. À 17 ans, grand Dieu, mais que faire? On voit la ponctuation affective, ce qui, de la part de l'auteur, essaie de rendre le récit vivant et émouvant. Et la conclusion, voilà ce qui fait qu'un matin la douce fille alla droit au gouffre et qu'enfin à présent ce qui monte à son front ce n'est plus la pudeur, c'est la honte. Donc la formule avec le présentatif voilà ce qui insiste sur un lien de causalité, il y a une sorte de fatalité qui fait que la jeune fille ne peut pas finalement échapper à sa condition, à sa déchéance et elle est conduite fatalement à la prostitution qui est désignée par une sorte d'euphémisme, le mot gouffre, et l'opposition, l'antithèse honte-pudeur, avec le rappel du front qui, au vers 12, 13, est un front doux, un front innocent, et qui là va être marqué du sceau de la honte. Donc, en conclusion, on peut voir qu'à travers ce tableau, à travers cette fable, Victor Hugo dénonce sur un thème qui lui est cher, celui de la misère et de la souffrance du peuple. Il essaie, on voit bien, d'apitoyer et de montrer surtout qu'il y a une sorte de fatalité qui s'acharne sur ces gens du peuple qui ne sont pas responsables de leur déchéance. Ils n'ont pas le choix, pas d'autre choix que de finalement, comme le disait Victor Hugo dans Claude Gueux, soit pour les hommes aller au bagne, soit pour les femmes se prostituer. Voilà, je n'ai pas tenu 10 minutes, j'ai tenu 12 minutes. Donc vous voyez qu'il y a largement de quoi dire. Votre examinateur peut d'ailleurs décider de couper un peu le texte s'il juge que c'est trop long. Donc il y a de quoi dire, hein, pour montrer, vous voyez qu'on ne peut pas rentrer en 10 minutes dans les détails comme on le fait pour un commentaire avec les figures de style, c'est quasiment impossible. Ou alors il faut vraiment beaucoup moins de vers, peut-être 25, pour arriver à quelque chose de, comment dire, d'analysable de façon assez précise. Sauf que on perd du coup l'ensemble du texte, hein, le mouvement du texte, et c'est un peu dommage. Donc c'est toujours un peu compliqué pour nous, professeurs, de couper les textes pour avoir quelque chose qui fasse un ensemble, mais quelque chose qui soit analysable en 10 minutes. Bon travail!